Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h, le journal, voici les titres. Première réunion du comité de modernisation de l'administration publique. Le Premier ministre a présidé ce jeudi matin les travaux qui ont abouti à 8 recommandations. Elles seront soumises à l'adoption du président de la République. Vous aurez les détails dans ce journal. Elles sont là, les 1077 génisses gestantes que nous annoncions hier. Ces vaches importées viennent contribuer à la réduction du déficit de production laitière au Sénégal, un programme quinquennal pour un objectif de 37 millions de litres de lait, cette race pouvant produire 25 litres de lait par jour. À 500 mètres de la frontière avec la Guinée, la commune de Medina Bafé et le village de Nafadi sortent de leurs abris provisoires. Des écoles en dur y sont construites par l'État avec l'appui des ressortissants de ces localités. Le lycée départemental et le bloc scientifique de Kédougou sont également en chantier. La Pologne et le Sénégal posent les jalons d'une coopération plus dynamique. Le pont économique entre les deux pays se dessine autrement. Depuis la dernière visite du président Macky Sall à Varsovie, il y a un regain d'intérêt avec l'ouverture d'ambassades, agriculture, tourisme et aéronautique, les opportunités d'investissement à la loupe dans la rubrique économie de ce jeudi. Bonsoir à tous et bienvenue. Première réunion du comité de modernisation de l'administration publique sénégalaise. C'était ce matin en présence du Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement. À la fin de la rencontre qui s'est déroulée à huis clos, le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé une série de recommandations visant à améliorer la qualité du service public. Voici Seydou Gueye au micro de Mme Moussagnan. Ces recommandations portent sur deux grandes catégories ou trois. La première, c'est la levée de toutes les contraintes à la bonne et de tous les obstacles à la bonne mise en œuvre des réformes issues du Forum national et en particulier de l'accélération des actions contenues dans le programme d'action prioritaire. Et dans ce cas d'espèce, il reste à finaliser avec Madame le ministre chargé du renouveau du service public la démarche d'adoption du schéma directeur de modernisation de la qui doit être soumis à la signature de Monsieur le Président de la République. C'était l'occasion de lancer un dialogue prospectif et constructif avec les agents publics. Le chef de l'État a fait de la modernisation, donc le quatrième pilier, en mettant l'accent dans la réforme sur le renforcement des capacités de l'administration, la rationalisation et la modernisation des structures, des processus, des procédures, des techniques et des méthodes de l'administration, mais surtout en insistant sur la dotation optimale en ressources humaines de qualité, motivée et où le recrutement se fait sur la base du mérite pour optimiser justement cette démarche d'efficacité. Et le faisant, on devrait créer les conditions d'une très grande synergie et c'est ainsi qu'il a mis à l'agenda justement la réforme de l'administration, le plan de modernisation. Ce comité travaille autour de 8 mesures structurantes. Et ces mesures structurantes, elles portent sur la transformation de notre administration et elles travaillent autour d'un plan d'action prioritaire et d'une cinquantaine de procédures qui ont été identifiées et qui doivent permettre d'améliorer et de renforcer la qualité de service aux usagers. Les 8 mesures, pour l'essentiel, portent sur le schéma directeur de l'administration, sur la loi organique, la loi d'orientation de l'administration territoriale et la charte de la déconcentration, sur la charte de qualité qui doit être généralisée dans l'administration, le nouveau droit de la fonction publique, le nouveau système des rémunérations, le code de déontologie, l'audit des structures et des procédures et la révision du cadre juridique des ministères. Comme il a été retenu dans les recommandations, la mise à disposition de toutes les ressources nécessaires à la bonne exécution et à l'accélération des actions du programme d'action prioritaire. Même démarche est retenue également pour le code de déontologie, de même qu'il a été recommandé la généralisation de la charte de la gouvernance, de la charte qualité au niveau de l'administration. Donc le maître mot de cette réforme, c'est conduite du changement dans les ministères, optimisation, recherche d'efficacité et d'efficience à travers une révision des procédures et l'adoption d'une autre culture qui est surdéterminée par la perspective de l'efficacité et la préoccupation de la qualité de service rendue à l'usager.
Une mesure qui va sans doute réconforter les producteurs d'oignons du Fouta. Les commerçants viennent de conclure un accord portant sur l'achat de près de 2000 tonnes d'oignons. Cela après l'achat du stock de 100 tonnes il y a environ 2 semaines. L'information a été donnée par le ministre en charge du commerce. À l'UNSA a présidé un atelier national de restitution d'une étude sur l'oignon organisée par l'Agence de régulation des marchés. Alassane Diédhiou. À ce rendez-vous de partage des conclusions de l'étude sur l'amélioration de la qualité de l'oignon local, la contractualisation, le financement de la commercialisation de cette filière, l'Agence de régulation des marchés ARM a convié, outre les experts, des producteurs d'oignons, distributeurs et commerçants. Le résultat de l'étude, c'est que les consommateurs sénégalais aspirent à un oignon de qualité. Mais que l'oignon de qualité aussi a un coût. On ne peut pas avec un seul prix, sans un calibrage, dire que l'oignon de qualité sera vendu à tel prix. Donc on va aller à la contractualisation avec le système bancaire qui va assister les producteurs et aussi bien les fournisseurs d'intrants que les commerçants. Cet atelier national qui s'inscrit dans le cadre du programme de suivi et d'analyse des politiques agricoles et alimentaires de la FAO comporte un enjeu de taille pour ses partenaires techniques et financiers du Sénégal. La FAO se réjouit de soutenir le ministère du Commerce dans l'adoption de mesures qui accompagneront la commercialisation d'un oignon de meilleure qualité, donc à plus haute valeur ajoutée, ce qui bénéficiera à tous les acteurs de la filière, producteurs, consommateurs, fournisseurs et institutions de finances, agences d'appui technique, commerçants et détaillants. En phase avec les orientations du PSE, notamment les objectifs de PRACAS et la politique de commercialisation des produits agricoles, les préoccupations contenues dans l'étude recoupent celles des autorités en charge du commerce. C'est le lieu de se féliciter des productions records d'oignons ces dernières années qui a atteint en 2016 plus de 360 000 tonnes, dépassant l'objectif du PRACAS qui était de 350 000 tonnes, avec un chiffre d'affaires avoisinant 40 milliards de francs CFA. Rappelons que ces bons résultats sont le fruit des initiatives combinées du gouvernement qui a mis à la disposition des producteurs des semences et des engrais subventionnés d'une part, mais également par les acteurs dans le cadre de la mise en place de l'interprofession oignon et de l'Agence de régulation des marchés ARM pour la régulation des importations d'oignons. Cette rencontre qui intervient à l'entame de la campagne de commercialisation de l'oignon local a été l'occasion pour le ministre Alioune Sarr d'annoncer solennellement une bonne nouvelle aux producteurs du Fouta. Cette nouvelle, c'est la conclusion d'un protocole d'accord avec les commerçants. Et hier, ils ont donc conclu un accord pour acheter 1960 tonnes d'oignons en une semaine, soit une valeur de près de 235 200 000 francs. Ils viennent de faire la preuve éclatante qu'ensemble, il faut s'entendre sur un protocole. Et je crois que c'est le début d'une très bonne contractualisation. À ces engagements des commerçants à acheter près de 2000 tonnes d'oignons du Fouta s'ajoutent 100 tonnes déjà acquises lors de la visite de terrain du ministre en charge du commerce le 22 mars dernier dans la vallée du fleuve Sénégal. Pour sa première visite de terrain, le PUMA, le programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers, s'est rendu à Guémédj, dans la région de Kédougou, à la frontière avec la Guinée. Sur place, le programme va recaser plus de 300 personnes venant d'un village qui se trouve sur le territoire guinéen. Abdoulaye Sinkaré. Aux confins de Kédougou, Guémédj, un village dialonqué situé à 4 km de la frontière avec la Guinée. Un peu au-delà, Diakha Guémédj, longtemps considéré comme sénégalais et qui se trouve être sur le territoire guinéen. Après arbitrage de la CEDEAO confirmant ce fait, les populations ont décidé de rejoindre le Sénégal. Comme notre pays est un état de droit, respectueux du droit international, nos autorités supérieures nous ont instruits vraiment de tout faire pour un bon recasement de ces populations en territoire sénégalais. Donc fort de cela, nous avons effectué des missions sur place, d'abord pour rencontrer ces populations, les rassurer, leur montrer que la République ne les avait pas oubliés et que tout sera mis en œuvre pour leur recasement dans leur propre pays. Plus de 390 personnes réparties dans 32 ménages. Pour les reloger, la mairie de Médina Bafé leur octroie ce site de 10 hectares à 10 km de leur village d'accueil. Avec le programme BCI, nous sommes en train de construire 2 salles de classe d'abord, y compris les à côté de l'AGEM, la société IAM Gold qui a promis de faire un forage sur le nouveau site.
Et la société même, c'est eux-mêmes qui nous ont accompagnés à défricher le site. Présentement, il y a les 2 villages de Guémédié qui reçoivent la population de Diara et ceux de Kouliminde. Pour sa première sortie sur le terrain, le Puma s'est rendu sur le site où il va construire toutes les infrastructures de base. Nous devons, nous en tant que Puma, réagir et faire ce qu'il faut pour que ces populations-là puissent disposer d'infrastructures de base, puissent être assistées et puissent aussi exercer leurs activités qu'elles faisaient de l'autre côté de la frontière. Les infrastructures scolaires, il y a l'électrification, il y a l'aménagement même du site, sa parcellisation et la réalisation donc, des infrastructures qui accompagnent tout lotissement normal. Et en plus, le Puma va réaliser un poste frontalier digne de son nom. Nous allons aider aussi avec les activités économiques à la création de périmètres maraîchers pour ces populations-là. Ici, au cœur de Bembou, dans le département de Saraya, le Puma est en train de prendre son envol. Un programme qui vise à doter les zones frontalières d'infrastructures permettant leur développement. Toujours dans la région de Kédougou, la politique de résorption des abris provisoires dans le système éducatif a bien démarré. À Djemedi, à Nafadi, à Silakunda, les infrastructures toutes neuves sont sorties de terre. Le ministre de l'Éducation nationale qui a visité ces différents sites a salué la mobilisation des communautés et des enseignants sur les routes de Saraya. Le reportage de Massamba Tchana. Environ 2 tours d'horloge sur des pistes aussi caouteuses, il fallait le faire pour aller à la rencontre des populations de Guémédié dans la commune de Médina Bafé, département de Saraya, située à quelques 500 mètres de la frontière avec la Guinée. À l'école élémentaire, des bancs et des tables entièrement fabriqués avec des tiges de bambou. Voici ma classe, la classe de CP. Donc je travaille dans des conditions assez difficiles, c'est très difficile, mais quand même on fait avec. Ici, le ministre de l'Éducation nationale invité à signer le cahier de visite de l'école élémentaire découvre la réalité d'un vrai abri provisoire en attendant la réception des 2 salles de classe en construction. C'est une population qui se sentait abandonnée. Vous êtes la première personnalité en tant que ministre de la République à fouler le sol de Médina Bafé. L'acte que je suis en train de poser en ce moment est un acte d'inclusion nationale. C'est aussi un acte de souveraineté. Mais cet acte est la mise en œuvre d'une instruction que nous avons reçue du chef de l'État, le président Macky Sall. Le village de Nafadi et ses pancartes, 2e étape de la tournée. Dans cette localité, l'État a construit et équipé depuis 2015 ce collège à hauteur de 83 millions de francs CFA. Vous savez nettement que la pluviométrie est très dense ici et puis il pleut très tôt. Les précipitations, c'est au mois de mai ici. On avait l'habitude de composer très tôt, mais maintenant avec les locaux, on est vraiment sécurisé avec le mur de clôture aussi. Village de Silakunda. Cette étape a été un prétexte pour remercier la communauté et l'association des ressortissants du village établis en France et de leurs partenaires pour avoir construit et équipé 4 salles de classe dans le collège. Population de Silakunda, population du Djaha, Al-Niwoura. Cet accueil enthousiaste montre l'intérêt que vous avez pour l'éducation de vos enfants. Je voudrais à travers vous remercier les ressortissants de votre localité qui sont à l'étranger, qui avec des associations ont contribué à la construction de 4 salles de classe, venant ainsi appuyer les efforts de l'État dans le domaine de l'éducation. Les infrastructures complémentaires de votre collège seront prises en charge par l'État du Sénégal, à commencer d'abord par le bloc administratif et tout ce qui est nécessaire en termes d'équipement pour que votre collège fonctionne correctement. Pour l'axe Kédougou-Saraya, la délégation du ministre de l'Éducation nationale s'est arrêtée sur ce site où trône majestueusement le lycée départemental de Kédougou, dont l'ouverture est programmée à la rentrée prochaine. Serigne Mbaye Thiam a aussi visité le chantier du bloc scientifique et technologique de Kédougou. Auparavant, il a suivi au collège de Bandafassi une démonstration de l'utilisation des ressources numériques pédagogiques dans une classe de terminale. Plus d'un millier de génistes tentent à Dakar. Leur mission, contribuer à améliorer la production laitière au Sénégal. Notre pays importe chaque année du lait à hauteur de 65 milliards de francs CFA. La race
Montbéliard, qui a débarqué au port autonome, a été réceptionné par le ministre en charge du PSE, représentant le Premier ministre Oumou Baldé. Tout un troupeau qui débarque d'un coup. 1077 vaches au total, importées par le Sénégal pour booster la production laitière du pays. Ces races ont comme principale caractéristique un haut potentiel laitier. Le chargement plutôt de ces animaux au port de Sète en France, une première en Afrique au sud du Sahara, a été dignement fêté par nos amis français. C'est tout un symbole pour nous, acteurs de l'élevage, en général et membres de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière ANIPL. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de faire en sorte que le programme puisse être poursuivi dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, avec les 1000 vaches, nous allons certainement avoir une production de 25 000 litres de lait par jour. Il va falloir que ce lait soit transformé, que ce lait soit acheté par les industriels et incorporé dans les produits qu'ils vont mettre à la disposition de la population sénégalaise. Cette importante introduction de vaches est rendue possible grâce à un partenariat public-privé, une dimension importante du plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, conformément à la vision stratégique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall, le Sénégal s'est engagé dans un pari à travers le plan Sénégal émergent de transformer structurellement son économie. Ce pari interpelle tous les acteurs des différents secteurs d'activité afin que nous puissions nous engager à faire progresser notre économie et arriver à placer notre pays dans une dynamique de développement inclusif et durable, indispensable pour l'atteinte de notre objectif commun d'en faire un pays émergent. L'introduction de ces génisses gestantes et grandes productrices de lait, 25 litres par jour chacune, permettra au Sénégal de réduire considérablement sa facture laitière. Elle est estimée à 60 milliards par an. Bilan 2016, perspective 2017. Le ministère de l'Industrie et des Mines a procédé aujourd'hui à sa revue annuelle. L'initiative, une priorité pour le Sénégal émergent. Pour les mines, l'ambition est de faire de notre pays un hub régional à l'horizon 2023. Thierno Armand aussi. Sur instruction du chef du gouvernement, tous les départements ministériels sont tenus de procéder à une revue des activités et réalisations de 2016 et de dresser les perspectives de l'année en cours. Ici, c'est le département de l'Industrie et des Mines qui passe à l'acte. La revue annuelle conjointe est un cadre de dialogue, de partage et d'échange d'informations sur l'état de mise en œuvre des projets structurants et des réformes inscrites dans le plan Sénégal émergent et qui concernent notre secteur. D'abord, la revue du secteur de l'industrie. Pour 2016, d'importantes réalisations sont notées et de belles perspectives s'annoncent pour 2017. Nous avons eu à faire beaucoup de choses, en tout cas dans le domaine de l'industrie, notamment déjà avec la consolidation des acquis dans le cadre de la relance des ICS. Nous avons également la NSTS qui a repris ses activités, également qu'il faut toujours accompagner. Nous avons également la deuxième année de production intégrale de zircon avec donc l'usine de Diogo. Pour le secteur minier, des actions novatrices feront du Sénégal un hub régional à l'horizon 2023. Les ressources minérales sont les propriétés donc de la nation, ça c'est important déjà pour le marquer dans la Constitution. Ensuite, nous avons adopté le nouveau code minier également qui aujourd'hui implique davantage l'État et les populations dans la gestion des ressources minérales. Et ce qui tombe d'ailleurs en bon moment où nous avons aujourd'hui plus de découvertes dans pratiquement les secteurs miniers. Nous sommes en train de construire déjà dans le domaine de l'or 2 unités industrielles d'or, peut-être même une troisième encore cette année. Nous avons aujourd'hui encore plus de découvertes de phosphate. Cette épreuve répond à une obligation de gestion axée sur les résultats. Le département de l'Industrie et des Mines mesure ici sa contribution
pour une société solidaire dans un état de droit, comme le souhaite le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a procédé et a présidé la cérémonie officielle d'installation du jury du Grand Prix du Président de la République pour les sciences. Mary Teuaniane a également procédé à la remise symbolique de chèques aux lauréats du FIRST, le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique. Cette année, 7 bénéficiaires, dont 2 femmes, ont reçu 118 millions de francs CFA. L'explication de Seydina Lunfal. C'est au total 118 millions qui ont été octroyés dans le cadre du FIRST, Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique. Les 7 lauréats, dont 2 femmes, ont reçu entre 15 et 19 millions CFA. L'objectif de ce fonds est de promouvoir une recherche guidée par les priorités nationales. Les projets qui ont été sélectionnés s'articulent autour d'objectifs de développement durable, tels que la santé pour tous, la sécurité alimentaire, l'énergie propre et la gestion des ressources naturelles. Ce sont certes des domaines prioritaires et qui méritent l'attention particulière de nos autorités politiques. Les projets de recherche qui seront financés en priorité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche doivent désormais être élaborés suivant les orientations politiques du Sénégal, dont principalement le plan Sénégal émergent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a présidé la cérémonie, a également procédé à l'installation officielle du jury du Grand Prix du Président de la République pour les sciences. Le vainqueur recevra 50 millions CFA. Son objectif essentiel se résume dans la valorisation de la recherche et des activités scientifiques et techniques afin de pouvoir déboucher sur des applications pratiques susceptibles de favoriser le développement scientifique, économique, social et culturel de notre pays. Le FIRST, Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, sera remplacé par le Fonds national de la recherche et de l'innovation, ceci conformément à la décision présidentielle numéro 8 relative à l'enseignement supérieur et la recherche. L'agriculture, le tourisme, l'aéronautique, les affaires maritimes, l'assemblage des machines agricoles, ce sont autant de secteurs qui vont redynamiser les investissements sur l'axe Dakar-Varsovie. Depuis la visite du président Macky Sall en Pologne, il y a un regain d'activité marqué par l'ouverture des deux ambassades de part et d'autre. Dakar-Varsovie, un pan économique à bâtir, c'est le sujet de la rubrique économie qui prend les couleurs de la coopération Sénégal-Pologne. C'est signé par notre envoyé spécial en Pologne, Abibou Maïa. Tout est parti du journal anglais The Economist qui barrait à sa une en 2000 l'Afrique continent du désespoir avec ses mots pauvreté, émigration clandestine, guerre, famine, maladie, corruption. 10 ans après, le même journal changeait de fusil d'épaule avec des stéréotypes qui laissent la place à l'espoir. Espoir d'une Afrique où la croissance était meilleure que dans certains pays européens. Raison suffisante pour mettre sur pied le programme Go Africa dont l'objectif est clair. Le programme Go Africa vise à promouvoir les relations commerciales entre la Pologne et l'Afrique. Notre rôle consiste à lutter contre certains stéréotypes qui montrent la partie sombre de l'Afrique alors que le continent est jeune, plein de perspectives et d'opportunités. Une agence polonaise de l'investissement où des études approfondies sont faites sur les possibilités de partenariat avec l'Afrique. Le Sénégal semble voir clair avec la décision des autorités de relancer les relations bilatérales avec la Pologne pour saisir les opportunités qu'offre le marché polonais. Ainsi, de nombreux secteurs sont ciblés. Par exemple, dans cette zone de Dąbrówska-Stara, à une centaine de kilomètres de Varsovie, où la pomme est reine. Ici, il y a de réelles possibilités d'échange avec le Sénégal. Si la pomme peut venir au Sénégal, en échange, la mangue sénégalaise inexistante en Pologne peut être exportée par les producteurs sénégalais.
C'est tout à fait envisageable. Les Polonais ne produisent pas de mangue ici. Donc on pourrait vous envoyer des pommes et en retour recevoir la mangue sénégalaise. C'est une bonne piste de collaboration. D'autres pistes d'échange entre la Pologne et le Sénégal sont envisageables. Dans l'aéronautique, la Pologne peut être un bon partenaire. Il y a de grandes opportunités dans le secteur de l'aéronautique qui se développe. Actuellement, tous les avions modernes dans le monde ont au moins une pièce fabriquée en Pologne. J'espère que les entrepreneurs sénégalais et polonais vont collaborer dans ce sens. La Pologne, avec le port de Gdańsk, le plus grand de la mer Baltique, qui reçoit les plus grands bateaux à conteneurs au monde, peut faciliter ces échanges aux investisseurs. J'ai eu le plaisir d'accueillir ici le président Macky Sall qui a visité notre port et un contrat de coopération a été signé entre notre port et le port de Dakar. Nous avons décidé d'échanger des idées sur le savoir-faire, sur la manière dont nous gérons nos ports respectifs. Donc après cette première phase de découverte, nous allons voir qu'est-ce qu'il est possible en matière de collaboration sur un plan plus précis. Le plus grand groupe constructeur de machines agricoles a été reçu par le chef de l'État. Et une unité d'assemblage de machines agricoles est en perspective et des emplois créés. Oui, tout à fait. C'est effectivement suite à la visite du président Macky Sall que cette démarche a eu lieu. L'idée consiste à construire une usine d'assemblage de machines agricoles. Principalement des tracteurs, mais également de puissance moyenne et grande, mais également de l'équipement additionnel tel que des remorques, des épandeurs et d'autres éléments utilisés dans le cadre de l'agriculture pour développer l'agriculture sénégalaise. C'est un projet industriel qui permettra également d'impliquer de nombreux fournisseurs dans l'affaire et proposer à des prix attrayants du bon matériel de bonne qualité, permettant de développer la production des produits alimentaires au Sénégal et dans les pays limitrophes. Tous ces projets sont suivis par les autorités sénégalaises à travers une diplomatie économique qui ratisse large. Le Sénégal sera bientôt une destination privilégiée pour les investisseurs polonais. Également sur le plan du tourisme, tu dois le dire. Nous avons signé un accord. Des discussions sont en cours entre les deux ministères du tourisme pour essayer de voir dans quelle mesure le Sénégal pourrait accueillir également des touristes polonais. Je crois que la destination Sénégal aujourd'hui est une destination qui sera, en tout cas dans un avenir très proche, très prisée par les Polonais. Je rappelle encore la tournée que je viens de faire à Cracovie. Dans ce domaine, il y a des potentialités énormes. Une mission d'investisseurs polonais s'est rendu la semaine dernière à Dakar et a eu à rencontrer, à discuter avec la direction générale de la CEPEX, l'Union nationale des chambres de commerce, la chambre de commerce de Dakar également, et d'autres investisseurs privés qui s'intéressent à l'importation, à l'exportation de produits polonais ou sénégalais dans les deux sens. Et hier, à l'occasion de discussions que nous avons eues avec cette société, le président de cette société a montré toute sa disponibilité à importer en Pologne des mangues, essentiellement des mangues, et d'ailleurs non seulement à importer des mangues, mais aussi à ouvrir des unités de production, de transformation de produits sénégalais localement. Et cela me paraît très important et que nous verrons des sociétés polonaises venir s'installer définitivement au Sénégal et bénéficier surtout des nombreux avantages qu'offre le plan sénégalais et qu'offre surtout le code des investissements qui, il faut le rappeler, est un code extrêmement attractif. Ainsi, l'axe Dakar-Varsovie, certes relancé par le président Macky Sall, est aujourd'hui très dynamique et pourrait révéler de nombreuses opportunités économiques. Après la rubrique économie de ce jeudi, cette visite du ministre de l'Habitat, du cadre de vie et du renouveau urbain qui s'est rendu à la place de la Nation ex-obélisque. Après la retraite au flambeau la veille du 4 avril, Diane Farbassar a tenu à faire sur place le plaidoyer pour sa préservation. Ousmane Doria. Le ministre du cadre de vie en visite promenade sur le site de la place de la Nation. Tout récemment rénové et entièrement mis à la disposition des citoyens sénégalais, notamment ceux qui habitent Colobane et ses périphéries.
le ministre de Renouveau urbain, Diène Farba Sarr, prêchera une citoyenneté qui fera que ce lieu soit à tout jamais entretenu par les populations. Nous sommes là comme l'Empire splendide et vraiment nous avons une gaieté extraordinaire, comme je le disais tout à l'heure. Il est bon quand même de vivre dans ce site que j'appelle l'obélisque place de la Nation. C'est fondamental. Alors les Sénégalais doivent nous aider vraiment à sauvegarder ce patrimoine. Et ce n'est pas l'obélisque simplement, c'est dans nos autres places, partout, Guédiawaye, Pikine, Sacré-Cœur, Kaolack, dans les régions. Nous travaillons vraiment pour rendre heureux les Sénégalais. Ils en ont besoin, parce que depuis l'indépendance, on n'a pas vu ça. Toujours dans l'ordre d'idée de faire découvrir ce site, la visite promenade du ministre permettra de lever les équivoques et de dire à tout Sénégalais qu'il a le rôle d'entretenir ce haut lieu, symbole de notre indépendance. Il faut que les populations soient le bouclier même de cette place. Maintenant, le statut a changé. Il faut quand même qu'ils s'insèrent dans notre politique, dans notre sillage, vers un développement, vers l'émergence. Voilà ce que l'on veut. Un Sénégal qui marche, le développement durable, le maintien de l'écosystème pour les générations futures. Voilà ce que l'on veut. Mais on ne veut pas d'un Sénégal où les gens, des écoles d'idées en réaction et sans motif. Par ce lieu, les prémices d'un lendemain meilleur s'annoncent au Sénégal. Il va falloir que les actions menées par les populations à la base soient conformes aux exigences de l'endroit. À ce titre, tout porte à croire que les populations elles-mêmes portent le plaidoyer pour la préservation du lieu. Je lancerai simplement un appel aux populations de ma commune, aux populations de Dakar, aux populations du Sénégal, de préserver cette place. C'est une belle place, il faut la préserver et retenir que derrière moi, c'est le symbole de notre indépendance. Et que ne serait-ce que pour ça, il faudrait qu'on respecte un peu plus cette place. C'est ça vraiment, c'est le mot que je voudrais lancer à l'attention de tous les Sénégalais. Toujours dans le cadre des perspectives, il est annoncé au titre de l'année 2017 de nombreux projets dans le cadre de la deuxième génération. Il est aussi question d'aller vers un maillage territorial plus étendu en toute équité et conformément aux orientations du plan Sénégal émergent, si cher au président de la République, le président Macky Sall. La population dakaroise est très heureuse de ce que l'État a fait ici. Et on félicite encore le président de la République et on l'encourage à persévérer sur son travail. Aujourd'hui, être là, tout le monde est prêt pour préparer la fête nationale. Donc c'est une grande fierté pour tous les Sénégalais. Macky Sall nag ñu koy sant di ko gërëm ñun au niveau Fass bâtiment Gueule Tapée Fass Colobane. Merci le président de la République pour cette belle place. La police nationale a procédé à la remise de décoration de ses agents les plus méritants. Une cérémonie qui s'est tenue en marge du défilé du 4 avril. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Le reportage de René Massiga Diouf. Ce sont au total 12 récipiendaires qui ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion. Une cérémonie de décoration qui s'est tenue en marge du défilé marquant la célébration du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence de l'inspecteur général de la police, des contrôleurs généraux, entre autres. Outre ce premier lot de récipiendaires, 9 fonctionnaires de police ont été élevés au grade de l'Ordre national du mérite par le secrétaire général du dit ministère. Enfin, après plus de 20 ans de service accompli, 7 autres policiers ont reçu en guise de décoration chacun une médaille d'honneur de la police nationale remise par l'inspecteur général de la police. Le ministre de l'Intérieur a inauguré à la fin de la cérémonie le laboratoire des langues anglaises et espagnoles. Construit dans l'enceinte de l'École nationale de police et de formation permanente, ce laboratoire a pour but de renforcer les capacités du personnel. Forum sur l'entrepreneuriat des jeunes, il est organisé par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Ce, dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. Il s'agit d'échanger avec les jeunes porteurs de projets sur les possibilités d'accompagnement. L'OIF veut une francophonie plus économique.
Édifier les jeunes sur les possibilités de financement offertes par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, c'est l'objectif de ce forum. Depuis quelques années, la Conféges appuie des projets réussis en matière d'entrepreneuriat, à l'image de celui de Tabara qui depuis 10 ans s'est spécialisé dans la couture. Agriculture, élevage, pêche sont quelques secteurs d'activité appuyés par la Conféges. Nous avons voulu organiser une série d'activités visant à valoriser le potentiel des jeunes, montrer à l'opinion publique, montrer aux différents ambassadeurs et pays présents la créativité des jeunes francophones, l'engagement des jeunes francophones à participer au développement et surtout leur aptitude à initier des projets et programmes qui, s'ils sont soutenus, permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Cet accompagnement est une réponse à la pauvreté et à l'immigration des jeunes. L'Organisation internationale de la francophonie est convaincue de la nécessité d'accompagner les jeunes car la francophonie ne doit pas être que politique, elle est aussi économique. Nous sommes convaincus et nous ne cessons de dire ça aux autorités, les jeunes francophones sont compétents. Ils ont des compétences techniques, ils ont la volonté d'aider. Il faut qu'on leur crée les conditions pour qu'ils restent chez eux et qu'ils vivent mieux chez eux qu'ailleurs. Durant ces 2 jours, des échanges sur les aspects positifs et les contraintes de l'entrepreneuriat seront débattus par des entrepreneurs aguerris, mais aussi par des leaders de la Conféges. Nous parlons de l'augmentation du travail féminin qui n'est pas sans poser des problèmes sociétaux. Les femmes médecins du Sénégal constatent que des évolutions psychosociales sont nécessaires pour faire accepter leur statut. C'était au cours d'une rencontre avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il est apparu au cours des discussions la faible représentation des femmes dans les instances de décision. Oumar Diawa. Pour la femme en général, travailler en dehors de la maison comporte de nombreuses contraintes. Pour la femme médecin en particulier, c'est peut-être plus compliqué. On a l'impression qu'elles font quelque chose qui est juste accepté, mais qui n'est pas réellement intériorisé par la société. C'est leur vécu en réalité quotidien qui est aujourd'hui mis en exergue. Leur vécu n'est pas toujours simple. Comment concilier les obligations professionnelles strictes et celles sociales et familiales? Être femme dans le secteur de la santé et être mère de famille, vraiment ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Il faut vraiment que pour réussir sa vie professionnelle, la femme se donne entièrement plus que les hommes. La réflexion a pris des orientations socio-anthropologiques pour dire que le discours n'était pas que médico-sanitaire. Les hommes occupent une proportion de 43,5% contre seulement 26,3% de femmes dans l'emploi salarié. L'association des femmes médecins, qui existe depuis plus de 20 ans, contribue à la santé publique. Elle combat les inégalités et les discriminations que l'on peut encore relever. À travail égal, les hommes sont beaucoup plus rémunérés que les femmes. Dans le secteur public, à diplôme égal, c'est un salaire égal. Cette injustice, elle peut exister peut-être dans le secteur privé. Et les hommes dans l'affaire, ils n'ont pas été au banc des accusés, mais c'est par rapport à eux qu'on a fait les constats. Quand on regarde les postes de décision, il n'y a pas beaucoup de femmes. Expression très médicale s'il en est. Quelle est la conduite à tenir? Il ne faut pas qu'on en fasse une affaire de femmes seulement, c'est une affaire de société, donc les hommes ont leur place. Au-delà du demi-millier de femmes médecins du Sénégal, ce sont toutes les femmes travailleuses qui se heurtent à des barrières socio-culturelles. Pourtant, le travail libère et contribue à l'accomplissement du genre humain. L'actualité internationale nous amène aujourd'hui en Syrie, au Mali et en Gambie où se sont tenues aujourd'hui les élections législatives. Le récit de Hadi Kamara. Les élections législatives se sont déroulées aujourd'hui en Gambie. Plus de 800 000 électeurs se sont déplacés pour choisir leurs députés parmi 238 candidats issus de 9 partis ou de listes indépendantes. Ce sont les premières élections depuis la chute du président Yahya Jammeh. Au Mali, un soldat français a été tué lors d'une intervention militaire à Gao, dans le centre du pays. Selon l'Élysée, le caporal-chef français a perdu la vie suite à un accrochage avec des terroristes. C'est le 19e soldat français tué dans la région depuis 2013.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni hier a finalement repoussé le vote d'une résolution de condamnation de la Syrie, un prétexte pour négocier avec la Russie. Moscou refuse de voter devant le Conseil de sécurité de l'ONU le texte visant à condamner l'attaque chimique présumée survenue avant-hier à Idlib. La direction du patrimoine culturel lance les travaux de protection du littoral et l'installation officielle du comité de gestion et de sauvegarde de Gorée. Il s'agit à travers cet acte de mener des actions susceptibles de préserver ce patrimoine. Fatoumata Banelba. 2 ans après la mise en œuvre du plan de gestion de l'île de Gorée, l'heure est à l'installation d'un comité chargé de veiller à la sauvegarde du site. Une exigence vu que l'île est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis bientôt 40 ans. Nous sommes vraiment satisfaits et heureux de voir que l'État, à travers le ministère de la Culture, est en train de se pencher au chevet de cette île mémoire et non seulement en menant des actions concrètes sur le terrain par la réhabilitation en partenariat avec l'UNESCO et la mairie de certaines bâtisses, l'aménagement du cadre de vie aussi qui fait partie, je pense, du patrimoine dans une certaine mesure, mais aussi en nous dotant des instruments nécessaires pour pouvoir réguler la conservation du bâti goréen, mais aussi essayer de donner à Gorée un lustre qui permette de continuer à jouer le rôle qui est celui de vitrine du Sénégal dans le monde. Gorée est menacée. L'érosion côtière, la montée des eaux, les bâtisses en ruine le montrent à suffisance. Ainsi, l'État a initié le projet de réhabilitation de la place de l'Europe en collaboration avec la mairie et les partenaires. Que ce soit dans les différents côtés de l'île, il y a une montée de la mer et puis la houle a changé et il commence vraiment à entamer les berges, les batteries et il y a des courants, des nouveaux phénomènes qui mettent en danger l'île. C'est un programme de longue haleine de protéger Gorée de cette érosion côtière. Nous avons déjà fait le projet de réhabilitation de la maison éducative de Mariama Ba l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente que vous allez lancer des travaux de protection de l'île de Gorée. La restauration de ces 2 pontons, le pavage de certaines ruelles et l'obstruction des brèches, des travaux importants pour améliorer le cadre de vie de l'île. Et il appartient à l'État du Sénégal de faire de sorte de préserver ce patrimoine. En quoi faisant? En veillant à sa préservation, mais aussi en veillant à réhabiliter tout ce qui touche de près ou de loin ce patrimoine. Gorée connaît des dégâts extrêmement importants, pas seulement le littoral, mais toutes les bâtisses qui sont à Gorée. Et donc le ministère s'est engagé dans un processus de réhabilitation avec la mairie de Gorée, mais aussi avec tous les partenaires techniques et financiers. Ce sont donc $200 000 du fonds fiduciaire Ambassade Japon-UNESCO qui ont été dégagés pour sauvegarder ce patrimoine précieux qu'est l'île de Gorée. À présent, les échos du 2e Festival des Arts, Rites et Musique CRR, initié par l'ONG Nefling. L'événement a connu plusieurs temps forts, une exposition, une soirée culturelle et un colloque sur le thème religion et éducation en milieu CRR d'hier à aujourd'hui. Aminata Bengfala. La place Les Berges du Sine a refusé du monde lors de cette soirée culturelle, marquant le démarrage des activités de la 2e édition du Festival des Arts, Rites et Musique CRR, organisé par l'ONG Nefling. Les différentes facettes de la culture CRR ont été montrées à travers un défilé de troupes. C'est formidable, toute cette diversité du monde CRR, puisque nous avons vu tout à l'heure des expressions culturelles des CRR Ndout, les Safen aussi, et je sais que sûrement les Sin aussi, on les verra, et d'autres. C'est une culture très riche. Cette soirée culturelle vise à permettre à la jeunesse CRR de mieux connaître ses valeurs. Cette semaine culturelle contribue à forger au niveau de la jeunesse cet enracinement tant voulu par le président Senghor et cet enracinement qui est évidemment la base de l'ouverture dont il a parlé. Auparavant, un colloque a été tenu à la grande salle du conseil départemental de Fatick
Religion et éducation en milieu sérère d'hier à demain. Thème choisi dans un contexte marqué par la menace terroriste. Si nous avons tenu à parler d'éducation ici en milieu sérère, c'est parce que l'éducation occupe une place centrale dans le cadre de la société sérère, que ce soit la société traditionnelle ou la société moderne. Il y a des valeurs éducatives que nous voulons préserver, que nous voulons transmettre aux nouvelles générations, que nous voulons conserver. Parce que ce sont ces valeurs qui ont fait que le Sine n'a jamais connu de problème de violence. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'identité et de la diversité culturelle sérère. Pour que le Sérère survive, il fallait avoir une ONG DEFLEN qui regroupe l'ensemble des Sérères. Pour que la langue sérère puisse être parlée, mais aussi que des relations très solides soient tissées. Et c'est ça qui va accompagner non seulement le développement du Sénégal, mais aussi le développement de la langue sérère. Ce colloque a vu la participation d'universitaires, d'enseignants-chercheurs, mais également de responsables politiques qui ont saisi l'occasion pour matérialiser l'unité prônée par le chef de l'État. Le festival a été également marqué par une exposition des artisans de Fatick avec la participation de l'amicale des tailleurs du Sénégal à la mairie de la ville. Une enveloppe d'1 million de francs CFA leur a été remise par le maire de Fatick en guise de soutien. Et puis ce CRD sur la journée de prière dédiée à Mame Cheikh Ibra Fall. Les différents démembrements de l'administration se sont réunis autour du gouverneur de Dakar ce jeudi afin de recueillir les besoins du comité d'organisation. L'événement est prévu le 1er mai au stade Demba Diop à Fatou Sakho. Le comité régional de développement de Dakar s'est réuni ce jeudi pour la 14e édition de cette journée de prière annuelle Sainte Mame Cheikh Ibrahima Fall. Tous les volets susceptibles de participer au bon déroulement de l'événement prévu ce 1er mai à Marius Ndiaye ont été abordés. Il est sorti de cette rencontre une satisfaction, surtout par rapport aux nouveaux engagements pris aujourd'hui pour prendre en charge intégralement les besoins et préoccupations exprimées par le comité d'organisation. Le comité d'organisation, qui a exprimé son satisfecit quant à l'édition précédente, s'attend à un meilleur dispositif pour réussir cette journée. Pour cette manifestation, réussir veut dire se passer dans des conditions de paix, sans incident, sans difficulté, pour les pèlerins, avec une attention particulière à leur santé, à leur sécurité, à leurs besoins en termes de restauration, en termes de repos quelquefois, parce que certains viennent la veille et restent pendant 2 jours. De la sécurité à la santé, en passant par l'assainissement, l'hydraulique, l'élevage, l'hygiène et la logistique, tous les services de l'administration représentés à ce CRD ont donné des assurances. Nous les engageons encore une fois à persévérer dans cette voie afin que nous puissions cette année renforcer davantage ce qui a été fait et améliorer les conditions d'existence des milliers de personnes qui sont attendues lors de cet événement. Le grand chant Mame Cheikh Ibrahima Fall rassemble chaque année des milliers de talibés du pays et de l'étranger. Il sera rythmé par des récitals de Coran, chassaïd et conférences. Un don du sang est aussi au programme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.